ayant travaillé en littérature jeunesse, j'ai travaillé sur des centaines de livres, en fait en général, des centaines de livres, mais beaucoup de livres jeunesse, à titre de directrice littéraire, réviseuse, correctrice, etc. Puis, Kiev ça fait 3 ans qu'elle m'invite dans son cours de littérature jeunesse, puis là, c'est le fun, j'arrive puis je parle aux gens des étapes d'édition. Tu sais, je leur dis, bon, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un manuscrit, puis ça, jusqu'à la distribution. Puis là, elle me dit, oui, mais au grec, eux autres, ils connaissent ça, les étapes d'édition, il faut que tu parles d'autre chose. J'étais comme, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on s'est dit que parler de littérature jeunesse, c'était intéressant. Et comment j'ai conçu ça, en fait, c'est parler un peu du schéma habituel en littérature jeunesse, les questions qu'on va se poser, puis les défis qu'on peut rencontrer qui sont un peu différents de la littérature générale. Je parlais plus de fiction et poésie. Évidemment, il y a le documentaire, il y a l'édition scolaire. Donc, moi, je n'ai pas d'expérience en édition scolaire, puis je suis sûre qu'il y a encore d'autres affaires dans ce domaine-là. Puis, après ça, je vais vous donner un merveilleux contre-exemple qui va venir contredire bien les choses que j'ai dites avant. Donc, première chose qu'on peut remarquer juste à partir de cet échantillon-là, c'est que la littérature jeunesse, ce n'est pas un genre. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une catégorie qui regroupe plein de genres. Presque tout ce qui existe en littérature adulte se retrouve en jeunesse, qu'on parle de romans, de romans policiers, de romans fantastiques, de livres de cuisine, encore une fois, des guides pratiques pour les enfants avec des illustrations adaptées à leur niveau, ça existe. Puis je blague toujours en disant que je pense qu'il y a juste le guide de l'auto qui n'existe pas pour les enfants. Et encore, il y a plein de livres sur les véhicules pour les petits garçons. Je veux dire, comme, puis je viens de genrer, mais des véhicules pour tout le monde. Donc, tout existe en jeunesse, la poésie, etc. Mais c'est quoi qui est différent? Et j'ai commencé par, je voulais vous donner un petit aperçu de moi, pourquoi j'aime ça faire du jeunesse avant de me lancer. Donc, pour moi, tu sais, moi, j'étais vraiment l'enfant, on disait pas lâche ton téléphone ou lâche la télé, puis c'était lâche ton livre, puis va jouer dehors, comme fais quelque chose de physique et bouge. Je lisais tout le temps. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, moi, il y avait Denis Côté, Dominique Demers, qui écrivent encore aujourd'hui, mais il y avait Annick Poitras, Suzanne Julien, Henriette Major, qui était déjà une doyenne à l'époque. Fait que tous ces gens-là ont une grande importance pour moi. Et là, j'ai eu l'ambition, peut-être trop grande, de, un jour à mon tour, pouvoir avoir une influence sur des jeunes lecteurs. Et mon rêve le plus fou serait qu'ils finissent par lire mes autres livres et puis qu'ils finissent par lire de la poésie grâce à moi. Tu sais, moi, je me prends pas pour la merde. Fait que, mais qu'est-ce qui est fun quand on écrit du livre jeunesse? C'est qu'on plonge comme vraiment directement dans l'intrigue. Et là, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de forme en jeunesse, on va quand même en parler un peu, mais la forme est un peu plus transparente. Tu sais, quand on écrit de la poésie pour les adultes, on est comme, comment vais-je réinventer le langage et plaire au Conseil des arts? Tandis qu'en jeunesse, on est comme, de quoi je vais parler? Comme, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qui est le fun? Puis on se laisse emporter par justement ce plaisir qu'on avait là quand on était enfant, d'embarquer dans un livre, puis de juste comme rentrer dans un autre monde. Mais moi, je trouve qu'on peut retrouver ça en écriture. Puis, les personnages en jeunesse, souvent, les personnages sont plus archétypaux, parce que c'est des personnages auxquels on peut s'identifier, sur lesquels on peut se projeter. Puis, c'est quand même un beau défi d'écriture de partir de quelque chose qui est plus général et archétypal, puis de voir comment on peut quand même amener de la nuance tout en restant accessible. Fait que moi, en tant que créatrice, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, j'ai marqué moins de pression sur l'autrice et plus sur le livre parce que vous avez peut-être remarqué, souvent, les journalistes ou même les gens en salon, ce qu'ils veulent savoir quand on écrit des livres pour les adultes, c'est de quel droit on ose écrire un livre. Qu'est-ce qu'on a fait comme expérience pertinente? Donc, est-ce que nous avons un métier hors du commun? Avons-nous été malades, vécu dans un autre pays? Est-ce que, tu sais, on sait faire les acrobaties? Si, je sais pas comme. Ils veulent savoir c'est qui on est, d'où on vient, puis pourquoi on écrit. Tandis que les jeunes, ben eux autres, c'est de quoi ça parle? Puis ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Tu sais, c'est vraiment en salon, ils sont vraiment pas gênés de dire « Ah, ça a l'air plate », puis ils s'en vont. Puis dans un sens, moi, j'aime ça parce que je trouve ça le fun qu'on remette un peu, tu sais, le focus sur le livre lui-même. Puis, tu sais, je vous dirais, ça va dépendre des âges, là, mais pour les enfants, c'est très abstrait. Qui écrit, c'est quoi une maison d'édition, la collection, tu sais, souvent, tu es assis à une table pour signer des livres, puis ils pensent que tous les livres en arrière de toi, c'est tes livres. Tu sais. Puis ils sont comme, c'était vraiment bon ça. Puis tu peux les détromper, puis tu peux juste dire merci. Mais c'est comme, ils sont juste contents de parler des livres. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Et je vais vous suggérer, si ça vous intéresse, un livre qui est vraiment
excellent pour avoir un panorama de la littérature jeunesse, mais aussi de son écriture et une analyse de sa lecture. C'est Clémentine Beauvais, qui est une autrice, traductrice et chercheuse en littérature jeunesse qui est en France. Puis elle écrit ce merveilleux livre, Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse, de la lecture à l'écriture, qui est un super bon livre pour quiconque voudrait écrire un livre jeunesse, mais même un livre en général, parce qu'elle décortique vraiment comme c'est quoi un récit, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les faiblesses d'un premier livre, par exemple, etc. Ou même des choses comme la lecture sensible. Bon, fait que c'est super intéressant, mais elle passe aussi par comme des exemples de littérature jeunesse, puis analyser un livre jeunesse pour démontrer ce qu'elle dit. Donc, c'est super, super intéressant pour quiconque juste aime lire ou vous travaillez en édition jeunesse ou je fais des recherches sur le livre jeunesse. Je vous en parle, bon, parce que c'est une belle référence, mais aussi parce que Clémentine analyse un peu, puis elle dégage 4 grands axes de la littérature jeunesse. C'est des choses qu'on sait, mais des fois, on ne s'arrête pas pour y penser, puis comme les formuler clairement. Donc, la première chose, c'est la simplicité. Évidemment, on veut que ça soit accessible en fonction du niveau de lecture dont on va parler après de notre lectorat. Mais quand on dit simplicité, on ne veut pas dire simplisme, on ne veut pas dire des choses qui sont... Tu sais, on parle d'archétypes où on peut parler du bien, du mal, mais en même temps, il faut quand même que ça soit, que ça reste intéressant. Et dire beaucoup en peu de mots, ce n'est pas donné à tout le monde, puis c'est vraiment difficile. Tu sais, souvent, les gens vont lire un album puis vont dire « Moi aussi, je pourrais faire ça », mais c'est comme... Non. Il faut travailler fort pour que ça soit original, pour que ça soit évocateur, en restant simple. Mon livre dans mon garde-robe là, que vous avez vu au début, c'est 3000 mots. Donc, si vous savez, vous êtes le groupe de recherche en livre, vous devez savoir que 3000 mots, c'est pas très long. Eh bien, c'est un des livres que j'ai le plus travaillé dans ma vie avec mon éditrice parce qu'on pesait littéralement chacun de ces 3000 mots-là. Simplicité, c'est pas la même chose. Intensité, bien, j'en ai déjà parlé un peu, c'est cette idée de se laisser emporter par le récit, par le rythme. Souvent, on va aller essayer d'avoir des péripéties ou des chapitres qui se terminent sur des rebondissements. Parce que en littérature jeunesse, mais en littérature en général, on veut que les gens lisent, on veut que les gens achètent les livres, qu'ils les empruntent, on veut qu'ils les aiment. Mais la première chose qu'on veut, c'est qu'ils les finissent. On veut qu'ils lisent le livre au complet, déjà, première étape. Tu sais. Donc, il y a une certaine intensité aussi en jeunesse qui vient de pair avec la nouveauté, c'est-à-dire que c'est souvent une littérature des premières fois puis des découvertes. Première fois pour les lecteurs et les lectrices qui vont découvrir des nouveaux types de récits comme les dystopies ou justement romances ou des choses comme ça. Mais pour les personnages, on parle de première fois, tu sais, on va penser aux adolescents, par exemple, premier emploi, première relation amoureuse, première bière, mais... T'sais, on recule, la première fois que j'ai passé l'Halloween, première journée à l'école, première fois que j'ai fait caca dans un pot, comme premier mot que j'ai dit. Donc, la littérature jeunesse, c'est vraiment souvent une littérature des premières fois. Puis, bien, la futurité, mais c'est cette idée que les personnages de littérature jeunesse sont généralement des jeunes, des enfants ou des ados qui ont toute la vie devant eux ou devant elles. Et s'ils ne l'ont pas, parce qu'il y a une maladie ou il y a une guerre ou je ne sais trop, bien, c'est l'enjeu aussi que cette futurité-là est menacée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas... C'est pas nécessairement toujours explicite dans un livre, mais en même temps, ces premières fois-là, ce sont comme le socle qu'on sait que leur vie va se bâtir sur ces expériences-là qu'on nous raconte. T'sais. Donc, la futurité, c'est quand même un aspect que, comme je disais, c'est pas explicite, c'est pas nécessairement quelque chose auquel on réfléchit quand on lit un livre ou même quand on en écrit un, mais quand tu te le fais formuler, tu te dis « Ah ben oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça même, mais... » C'est bien. Donc, le livre de Clémentine, super intéressant parce que là, je suis sorti un petit extrait, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc, quel serait un schéma habituel quand on reçoit un manuscrit en littérature jeunesse? Bien, la première chose qu'on va se demander quand on va lire un livre, bon, premièrement, c'est s'il est bon, un manuscrit, mais ensuite, c'est pour quel âge, puis dans quelle série ou collection ça va aller. Donc, arrive très, très rarement qu'un livre jeunesse va sortir tout seul, là, pas de collection, pas de série. T'sais. Quand on parle de série, on va parler de, par exemple, Anna Caritas, de Patrick Isabelle ou La vie compliquée de Léa Olivier, donc des livres écrits par un ou plusieurs auteurs, autrices, mais que c'est les mêmes personnages, dans le même univers, ça va se suivre. Puis une collection, bien comme
la collection de poésie, par exemple, à la Courte Échelle, la collection Noire, qui est une collection d'horreur. Ça peut être des collections qui ne sont pas nécessairement de genre, comme une collection avec plein de sortes de romans, mais qui va être, par exemple, collection premier lecteur ou lecteur intermédiaire. Donc, la littérature jeunesse est très généralement subdivisée en collections ou séries. Parce que moi, ce que je veux quand je vais avoir un livre, c'est comment je vais le mettre en marché. Comment les parents, les enfants, les bibliothécaires, les profs vont y aller puis dire « ça, c'est pour l'âge de ma classe » ou « ça, c'est l'âge de mon enfant ». Ah, mon enfant a lu le livre Anna Caritas, le tome 1, puis il a adoré ça, fait que je vais pouvoir aller chercher les autres. Ah, qu'est-ce que cet éditeur-là a fait aussi? T'sais. Donc, on a vraiment un packaging qui doit être super clair en jeunesse. C'est sûr que pour les albums, là, il va y avoir plus de variété de formats, mais généralement, les albums, ça s'auto-identifie comme du jeunesse. Là. Quand on parle d'albums plus adultes, c'est souvent des bandes dessinées, des romans graphiques. Et là, les couvertures vont être beaucoup plus clairement adressées à un public adulte. Donc, série et collection en fonction d'un public cible qui a un âge. Et avec cet âge-là, va venir avec un niveau de lecture présumé. Et je vais en reparler un peu après. Et donc, on a tout de suite un nombre de mots qui va comme être associé à une collection. Évidemment, il peut y avoir une fourchette, là, surtout pour les lecteurs plus avancés. Ça peut être et plus, mais pour les premiers lecteurs, on va souvent se restreindre à un nombre de mots X, dépendamment s'il va y avoir des illustrations ou pas. Quand on fait une série, que c'est le même auteur, la même autrice, bien, souvent, on va vouloir que les tomes soient plus ou moins de la même longueur, juste pour que les gens en aient ce pourquoi ils sont habitués. Donc, en collection, en série, il va y avoir aussi des règles, dépendamment des maisons d'édition, de c'est pour tel âge, ça s'adresse à tel niveau, et donc on peut ou pas parler de tel thème, ou on peut ou pas utiliser des gros mots. Puis j'ai un exemple vraiment concret, mon premier livre jeunesse qui remonte déjà à 2013, s'appelait Inséparables, c'est l'histoire de deux meilleures amies, puis il y en a une qui est un peu manipulatrice, puis qui s'arrange toujours pour tirer la couverture de son bord, puis là, t'es comme « Oh wow, t'es donc bien merveilleuse, puis je vais faire tout ce que tu veux ». Puis là, la maison d'édition est comme, on est intéressé, mais on ne sait pas, on a deux collections. On a la collection Tabou, 14 ans et plus. Puis là, tu sais, c'est comme, il faut que ça soit tabou, là. Fait que c'est une relation toxique entre une jeune fille qui est vraiment, tu sais, une manipulatrice, qui fait exprès, tu sais. Puis, il faut que ça soit plus dark, puis tout ça. Puis, on a une autre collection qui n'existe plus, mais qui s'appelait à l'époque Génération Fille. Puis, oui, cute collection, mais le titre était un peu heureux. Puis, donc, là, c'était plus léger. Puis, les personnages devaient être plus jeunes, parce que Tabou, c'est 14 ans et plus. Puis, souvent, les personnages sont plus vieux, tu sais, 15-16 ans. Puis là, Génération Fille, on parlait de 13-14 ans. Puis là, ça va être plus léger, puis il y a plus d'humour. Puis moi, ça me convenait mieux. Tu sais, ma plume, c'était plus ça que je cherchais. Puis je voulais pas nécessairement faire comme une fille méchante. Tu sais, je voulais plus que ça soit des patterns inconscients, puis tout ça. Fait que je disais, OK, je vais aller dans cette collection-là. Fait comme, OK, parfait. Fait que là, il faut que tu aies tant de mots, parce que le tabou, c'est plus long, parce que fait que tant de mots, les personnages sont plus jeunes, fait que maintenant, plus de drogue, plus d'alcool, plus de gros mots, puis pas de sexe. Ben là, il n'y avait pas de sexe déjà, mais comme, mettons, ils allaient dans un party, là, ils n'ont plus le droit de prendre des petites bières, parce que maintenant, ils ont juste 13-14 ans, puis ils n'ont pas le droit de dire calice, puis, tu sais, fait que là, il y avait vraiment comme un formatage, parce que cette collection-là avait l'ambition d'être achetée tant par les écoles secondaires pour le premier cycle que par les écoles primaires. Et puis là, ben, à ce moment-là, tu te coupes vraiment un public, si tu t'en vas dans des thèmes, ou c'était même pas des thèmes, là, je sais, du langage ou des actions qui sont répréhensibles. Donc, ça, ce sont des choses auxquelles on pense en jeunesse quand on pense à des collections. Je vais changer ma slide. Ah, bien, là, c'était juste pour donner un petit aperçu d'identification de collection. Donc, on a l'album jeunesse, on a un enfant, puis on voit, tu sais, comme c'est pas un livre adulte, en particulier à cause du personnage, puis du côté plus doux de l'illustration, puis de la petite police de caractère. Puis là, bien, la collection horreur de la Courte Échelle, on voit que, oui, ça pourrait être une bande dessinée plus adulte, mais comme on connaît la collection, on connaît la maison d'édition, on a leur signature qui est le titre et la police de caractère. On a les petites lunes là, qui indiquent le niveau de lecture, justement. Là, 1 lune, 2 lunes, 3 lunes, 3 lunes, c'est plus compliqué, puis c'est plus épeurant. Puis, bien, ici, j'ai un exemple de la collection Tabou, justement, avec le gros logo, tu sais, Tabou.
qu'on reconnaît tout de suite. C'est très rare en jeunesse qu'on a des photos. C'est généralement des illustrations. Puis la collection Tabou, c'est toujours des photos en noir et blanc. Fait que, premier coup d'œil, on le sait, puis c'est plus vieux, les personnages sont plus vieux. Puis c'est souvent, comme c'est tabou, ils sont dans des positions là, qui font comme... fait que, image, couverture, packaging, tout de suite, on sait à peu près vers où on s'en va. Puis souvent, là, j'ai pas les quatrièmes de couverture, mais presque toujours, ça va être marqué à partir de tel âge ou tel niveau de lecture. Comme ça, c'est 14 ans et plus, puis même peut-être lui, il est peut-être même 16 ans, parce que des fois, les affaires de sexe étaient plus vieux. Puis là, ici, on a des lunes. Donc, mais notre niveau de lecture, ça fait partie de nos défis littéraires. Parce que je ne vous apprendrai pas que c'est pas tout le monde qui apprend à lire à la même vitesse. Donc, on a des niveaux de lecture moyens qu'on se dit qu'en première année, tu sais, c'est les premières lectures, deuxième année, lecteur débutant, tu sais, 3, 4e année, intermédiaire, etc. Mais il y a des enfants qui, à 7 ans, sont prêts à lire là, des livres de 40 000 mots quasiment. Là, tu sais, comme, s'ils sont capables de comprendre le vocabulaire, ils vont être capables d'y aller. À l'inverse, il y a des gens qui, au secondaire, lisent encore des livres qui s'adressent à un public de primaire parce qu'ils sont plus simples, sont plus courts, ou ils vont lire des bandes dessinées. Puis c'est bien correct, il y a des gens qui ont des difficultés de lecture, qui n'ont pas accès à l'éducation, il y a des gens qui n'ont pas appris le français jeunes. Donc c'est normal que tout le monde ne soit pas au même niveau. Mais ce qui est plate, c'est qu'il y a peu d'offres pour les gens qui sortent de cette moyenne-là. Donc un enfant très avancé qui veut lire des livres plus volumineux, bien souvent les thèmes sont soit pas intéressants ou pas appropriés. Comme on peut parler de n'importe quoi avec les enfants. Je donne l'exemple de l'album Le Grand Méchant Loup dans ma maison de Valérie Fontaine, aux 400 coups. C'est un livre sur la violence familiale. Mais c'est un livre qui est conçu pour les enfants. Fait que ça peut être lu par les enfants, idéalement avec une médiation. C'est quelqu'un qui va aider. Mais si un enfant décide qu'il va lire le livre de la collection Tabou sur la violence familiale, bien là, ça ne sera pas la même game. Puis il n'est pas nécessairement équipé émotionnellement pour lire ça, même s'il est capable de lire. Donc, quand je dis que les enfants avancés n'ont pas beaucoup de choix, bien c'est surtout ça. C'est que je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas lire tout, mais c'est que ce n'est pas approprié pour leur maturité. Et inversement, bien, un élève de secondaire qui est pogné pour lire des histoires de jeunes enfants qui cherchent un chien dans leur quartier puis qui sont en 3e année, c'est peut-être un peu plate pour lui ou elle. Tu sais. Par contre, il y a des nouvelles collections des fois qui existent, comme là, j'ai découvert la collection Oser lire chez Bayard Canada, où c'est une collection où les livres sont relativement courts, qui est marketée pour les gens qui apprennent le français, mais dans le fond, c'est pour tous les gens qui lisent avec plus de difficultés. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un côté qui s'appelle « Oser », où c'est l'histoire très courte, très résumée, très simple. Donc, les gens lisent ce premier côté-là, et si ils ou elles sont intéressés, après, peuvent tourner le livre de côté, le côté lire. Et là, il y a l'histoire au complet qui est déjà beaucoup plus courte qu'un roman traditionnellement pour les adolescents. Là, on parle de 35-45. Là, ils sont plus, je pense, dans le 15 000 mots, si je ne me trompe pas. Puis, comme ils connaissent déjà l'histoire parce qu'ils ont lu le résumé, bien, c'est plus facile ensuite de découvrir la version plus longue avec un vocabulaire un peu plus avancé. Fait que ça, c'est le fun, c'est une belle initiative de la part de Bayard Canada, mais en même temps, on ne peut pas faire que des initiatives comme ça parce que vous êtes le groupe de recherche sur le livre. Vous savez qu'au Québec, on n'a pas un si gros marché que ça. Fait que quand on dévie des normes, bien, on se coupe justement une part de marché. Fait que c'est sûr qu'on a tendance à vouloir essayer d'être plus dans la norme pour les niveaux de lecture. Là, je fais juste une parenthèse pour dire que quand je suis allée en France, à Montreuil, on m'a dit, par exemple, que côté thématique, au Québec, on était beaucoup plus audacieux qu'en France. On est un peu plus influencé par les Américains sur ce sujet-là, puis on a plus tendance à aller justement dans... La collection Tabou fait un tabac en France parce qu'ils n'ont comme pas beaucoup de livres comme ça. Là-bas. Puis des guides pratiques, là, comme les guides sur l'autisme, la douance, ces choses-là, qui s'adressent précisément aux enfants puis aux pédagogues et aux parents, ils n'en ont pas beaucoup non plus. Fait que ça, ils trouvent ça vraiment super. Fait que ça, c'est notre force au Québec. Mais pour le côté niveau de lecture, on est un peu plus comme, on essaie d'être dans la norme. Puis là, quand je parle de niveau de lecture, il y a l'idée aussi de comment structurer un récit
Si un récit est hyper complexe, bien, ça prend des lecteurs avancés. Quand on fait des premières lectures, c'est sûr que l'intrigue peut être développée, mais elle doit être expliquée étape par étape. Puis là, j'avais un exemple que je donnais ce matin. Si j'écris « J'ai quitté la maison avec ma tasse à la main », puis là, il y a une ellipse, c'est « J'ai entré dans le local avec une grosse tache sur mon chandail », tout de suite, vous vous dites « Ah, ben elle a renversé son café sur elle ». Mais un enfant qui est comme « Je rentré dans... » il n'est pas encore rendu au stade de faire du lien de cause à effet. Puis là, c'est comme assez simple. Là. Si on s'en va dans des histoires d'enquête, puis tout ça pour des enfants, où il faut doser notre fameux qu'est-ce que le lecteur sait, qu'est-ce que le personnage sait, puis s'arranger pour que ça reste intéressant, mais compréhensible. Donc, en fonction de notre niveau de lecteur, en fonction de l'âge qu'on vise toujours. Fait que dans nos collections, on pense à ça. Puis pour le vocabulaire, c'est la même chose, c'est que on veut que les enfants apprennent des nouveaux mots, on veut qu'ils développent leurs compétences de lecture, puis qu'ils comprennent des phrases avec des subordonnés, puis des pronoms relatifs. Mais en même temps, on ne veut pas que ça devienne comme super hermétique, puis qu'ils comprennent, encore une fois, en fonction du niveau de lecture présumé, quels mots ils vont comprendre, jusqu'où on peut aller dans les phrases complexes, etc. On est toujours dans les moyennes, on est toujours en train de se demander comment on peut les amener un peu plus loin sans que ça devienne rebutoire. Puis souvent, les premiers lecteurs, le français va être très normatif. Les dialogues vont sonner quasiment un peu mécaniques parce que c'est plus facile à lire que d'entrer dans des expressions plus familières. Donc, mais on est toujours il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas vous dire à 7 ans, ils ne peuvent pas comprendre tel mot. Mais c'est de prendre conscience de est-ce qu'ils vont comprendre le mot paletot dans un contexte. Peut-être que c'est super clair. Oh, il y a un dessin, puis on va tout de suite comprendre. Mais est-ce qu'il y a juste des mots compliqués ou c'est juste ce mot-là? Puis même pour les adolescents, des fois, c'est comme qu'est-ce qui va sonner juste dans la bouche d'un ado? Je pense que j'en reparle plus loin, là, mais je révisais un livre où c'était une ado qui avait des super bonnes notes, puis ça, puis elle parlait d'un rideau, puis c'était comme des motifs de renoncule, moutarde et carmin. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, si c'est ça ton personnage, mais là, 4 pages plus loin, elle parlait de, mettons, des souliers crocs, puis c'était comme des machins oranges avec des trous, puis j'étais comme, non. Là, c'est soit que tu connais ton vocabulaire, ou soit que tu le connais pas, tu sais. Fait que, un peu de cohérence. Puis là, je sais pas, pourquoi j'ai mis ça là, c'est un peu un autre spot, mais la morale puis la fin de l'histoire, c'est aussi des questions qu'on se pose quand on est en littérature jeunesse. Parce que, veut pas, on a toujours une espèce de responsabilité. Même si on veut faire de l'art puis qu'on veut raconter une histoire de pète, on est toujours en train d'éduquer les enfants à quelque chose. Bon, j'espère que toutes les histoires de pète finissent bien, mais quand on est dans les histoires pour enfants, à un moment donné, il y a une question de est-ce qu'on veut avoir une bonne morale ou ce que, entre guillemets, justice est rendue? Là, pas nécessairement une punition, mais que, tu sais, comme les gens apprennent une leçon à la fin, ou, tu sais, on montre aux gens comment s'en sortir s'il y a telle situation, ou on veut montrer quelque chose de plus réaliste. Je pense surtout, encore une fois, à la collection Tabou, parce que j'ai travaillé là souvent, là, mais est-ce qu'on veut montrer que les troubles alimentaires, ben oui, ça peut s'améliorer, mais c'est pas toujours facile, ou la dépendance, ou la maladie mentale. Comme, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin? Puis, encore une fois, j'ai pas une réponse claire. Vous dire, faut toujours que ça finisse bien. Ou, non, il faut que ça soit vraiment réaliste, puis que ça reproduise la réalité. T'sais. Je ne sais pas, mais c'est des questions qu'on va se poser. T'sais, si je dis, mon personnage va copier dans son cours sur son voisin, est-ce que je choisis de montrer que c'est pas bon explicitement, ou il va s'en sortir, puis s'il va s'en sortir, est-ce que j'ai juste l'air de vouloir avoir la coupe? C'est toujours des questions, là, comme on dirait qu'on s'en sort pas, ça qu'on a l'air super moralisateur, ou ça qu'on essaie de... On dirait qu'on essaie d'avoir l'air des gens comme audacieux. Je franchis des limites pour montrer que je suis cool. Il y a tout le temps... c'est des questions qu'on se pose, puis il n'y a pas de réponse. Vous êtes content de m'avoir invité, hein? Je suis là pour vous dire que je sais rien. Ensuite, on a toujours des défis littéraires, comme là, c'est juste un exemple, mais quand j'ai travaillé pour une maison d'édition en particulier, ils nous disaient, ouais, il y a des études qui ont sorti que les jeunes ne comprennent pas bien les phrases négatives. Là, je parle de négation en grammaire, là, tu sais, comme j'ai mangé une pomme, c'est affirmatif, je n'ai pas mangé une pomme, c'est négatif. Fait que c'est plus difficile à comprendre pour les jeunes qui apprennent à lire, fait qu'on ne voudrait pas qu'il y ait de phrases négatives dans le livre. Puis là, j'étais comme, OK. Des fois, c'est facile là, de contourner. Puis d'autres fois, c'était comme, je n'ai pas envie d'aller jouer chez mon cousin. Je suis comme, OK.
peux pas écrire je préfère ne pas y aller parce que c'est négatif. Je suis comme, je vais rester à la maison. Mais là, tu sais, il manque comme des informations. Je vais rester à la maison parce que mon cousin m'énerve. Mais tu sais, là, c'est comme, on dévie, puis la phrase est plus compliquée. Puis là, c'était comme, est-ce que c'est vraiment mieux d'enlever des phrases négatives qui sont apparemment moins bien comprises ou, tu sais, puis de mettre des phrases plus alambiquées ou de mettre 4 phrases au lieu d'une. Fait qu'encore une fois, des fois, on a des velléités là, d'être plus accessible ou d'être plus pédagogique ou je ne sais trop. Puis, il faut qu'on se pose des questions, qu'est-ce qui est mieux? T'sais? Puis est-ce que ça se lit mieux? Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce qu'on peut être plus pédagogique que littéraire? Fait que des questions, des cas comme ça que je partage avec vous, l'oralité, même chose. T'sais, on aurait tendance à dire, pour des lecteurs enfants, mais surtout pré-ado, il faut que les jeunes parlent comme les jeunes. Dans les livres, il faut qu'ils parlent comme les vrais jeunes. Parce que c'est comme ça qu'ils vont se reconnaître, c'est comme ça qu'ils vont embarquer. Puis là, on met des mots comme à la mode, que dans 5 ans, ils ne sont plus nécessairement à la mode. Puis là, t'es comme yo-yo, puis tout. Puis après, là, tu mets des illusions partout, puis des sacs, puis tout ça. Mais le problème, c'est que il y a des professeurs qui m'ont fait remarquer qu'il y a des enfants ou des jeunes qui ont des difficultés de lecture, et même dans la moyenne, ils ont déjà de la misère à lire le français normatif. Fait que là, si tu rajoutes des affaires d'oralité, puis des illusions, puis des mots écrits phonétiquement, c'est plus difficile. Fait que là, en voulant être plus démocratique, puis comme aller rejoindre un plus large public, on se coupe encore une fois notre public. Fait que, encore une fois, j'ai pas de réponse pour dire « Ah, c'est mieux d'écrire ». C'est prendre conscience de comment on écrit, ça affecte comment les gens reçoivent et qui reçoit, et c'est qui notre public visé dans notre cœur d'auteur ou d'éditeur, d'éditrice. Puis, bien, évidemment, quand on a un personnage enfant ou ado, bien, ça, c'est dans toutes les littératures, pas juste en jeunesse, là, mais il faut quand même que la narration soit cohérente. Puis là, on a le pendule peut swinger d'un bord ou de l'autre. Tu as des enfants, justement, là, qui se mettent à parler de rideaux avec des renoncules carmés. Puis tu en as d'autres qui, là, ils veulent tout montrer la vie dans les yeux d'un enfant, que c'est donc merveilleux, puis qui se mettent à faire des métaphores à toutes les 3 phrases et demie. Là, puis là, tu es comme overwhelmed, comme que le monde est donc merveilleux. Fait qu'il y a comme, faut trouver juste le milieu, tu sais, entre quel genre de personnage on veut, puis si on prend des décisions, par exemple, que c'est un enfant qui a beaucoup de vocabulaire, OK, mais il faut que ça se maintienne. Puis, qu'est-ce que l'enfant connaît du monde? Qu'est-ce que l'enfant a expérimenté? Tu sais, si j'ai un enfant de 5 ans qui est comme « Oh, des spaghettis à la viande, mais ce n'est pas comme ce qu'on mange à Florence, en Italie. » Tu sais, puis là, tu es comme « Est-ce que c'est parce qu'il cite ses parents, puis ses parents sont comme ça, ou c'est comme une erreur de point de vue? » Là, c'est peut-être pas un super bon exemple, là, mais c'est l'exemple qui m'est venu en tête. Donc, ça fait partie des défis littéraires. J'ai fini mes défis littéraires. Ensuite, on a les défis de médiation, car ce n'est pas fini une fois que le livre est fini. Qui choisit les livres? Alors, un enfant à la bibliothèque va sûrement choisir des livres par lui-même, mais encore peut être aiguillé. À la librairie, l'enfant peut choisir un livre, mais ce n'est pas lui qui l'achète. À moins que ses parents y aient donné de l'argent puis l'aient envoyé tout seul à la librairie. Même au salon du livre, je peux vous dire, moi, je vois des enfants, là, leurs yeux brillent devant un livre, puis là, les parents sont comme « Ah non, c'est pas pour toi, ça! » Donc, pas pour dire, je ne juge pas le parent, mais c'est pour vous dire que c'est pas nécessairement l'enfant qui choisit le livre. Puis après ça, ben, tu as les profs, les bibliothécaires, tous les autres médiateurs, médiatrices, qui ont des budgets souvent serrés, et puis qui même, s'ils ont une volonté de grande diversité, bien, ils ne peuvent pas tout acheter. Fait qu'il y a toujours une sélection qui va se faire. Puis des fois, bien, il y en a qui ont des idéologies, puis qui vont refuser des livres aussi. Puis là, on a ce que j'ai appelé la chaîne de censure, où c'est pas nécessairement personne qui veut censurer des livres, mais la peur du parent qui va se plaindre au bout fait en sorte que le prof ou la bibliothécaire ne va pas acheter ce livre-là. Et fait en sorte que le parent en librairie ne va pas acheter. On a comme une chaîne où c'est pas personne ne veut pas, mais c'est comme l'exemple de tout à l'heure, là, il ne faut pas qu'il y ait d'alcool, ça, parce que oui, les plaintes de parents, ça arrive, puis moi, j'ai déjà vu des parents venir se faire rembourser des livres en salon du livre parce qu'ils avaient vu leur enfant ado acheter un livre qui s'appelait Rien de trop beau pour mes 18 ans, parce que la petite fille avait 18 ans dans le livre, mais tu sais, c'était pas un livre 18 ans et plus, là. Mais c'était comme, non, moi, ma fille, elle peut pas lire ça, puis ils ont exigé un remboursement, tu sais. Donc, il y a vraiment un défi de médiation qui est comme,
Encore une fois, je parle de moyenne, c'est que moi, si je lance une collection pour tel âge, puis que je veux qu'il aille dans les écoles, il faut que je fasse des choix. Puis des fois, je vais choisir, hey, ce livre-là, c'est très important pour moi qu'on traite de tel sujet, puis qu'on y aille à fond. Mais là, je fais un choix conscient que c'est pas toutes les écoles qui vont l'avoir, puis que c'est pas tout le monde qui va vouloir l'acheter, mais c'est quelque chose dont on doit être conscient. Puis hier, j'avais une rencontre avec Pouce Carré qui font de la surdiffusion. Fait qu'eux, ils vont rencontrer justement des acheteurs de centres de services scolaires, des bibliothécaires, des profs, puis leur présenter des livres. Puis, ils disent que des fois, les profs ne vont pas acheter des livres pour leur classe ou les mettre au programme, mais ils peuvent les acheter pour la bibliothèque comme ça. Le livre est disponible, mais ils ne vont pas nécessairement l'enseigner, mais d'autres fois, ça ne va carrément pas rentrer en bibliothèque. Puis, je veux dire, moi, j'ai la fille de mon amie qui a maintenant 14 ans, au primaire, dans sa classe, il y avait une boîte de livres pour les garçons, puis une boîte de livres pour les filles. Puis quand la petite fille qui avait à l'époque, genre 9-10 ans, est allée dire au prof que ça n'existait pas des livres pour des garçons, puis des livres pour les filles, elle s'est fait revirer de bord. Fait qu'il y a encore des choses qui se passent comme ça. En dépit de nous, et en tant qu'éditeur et éditrice, on peut décider de prendre des risques, on peut décider de pousser les barrières, mais on le sait qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas être réceptifs. Fait qu'il y en a aussi, c'est ça, la pression économique, c'est ça, là, c'est de vouloir vendre nos livres parce qu'on est pauvre. Et aussi parce que le livre jeunesse, souvent, coûte plus cher à produire que le livre pour adultes, quand il y a des illustrations, quand il y a des beaux papiers, quand il y a de la couleur, qu'il y a des couvertures en carton, des embossages, ou tu sais, les fameux livres en gros caractères qui étaient à la mode il y a quelques années, là, que c'est des livres épais comme ça, mais c'est des 15 000 mots parce qu'on faisait des gros caractères avec des illustrations, puis tout ça, puis les jeunes étaient fiers de lire des gros livres, tu sais. Mais ça, c'est tous des livres qui coûtent plus cher à produire. Puis c'est des livres qu'on vend généralement moins cher qu'un équivalent pour les livres adultes, parce qu'encore une fois, nos gens qui achètent les livres ont des budgets. Il y en a qui ont plusieurs enfants, puis il y en a qui vont se dire, un peu comme un vêtement, là, ben dans 2 ans, il va avoir passé à autre chose. Fait que pourquoi j'achèterais comme tous ces livres-là? Ils vont aller à la bibliothèque, etc. Donc, ça prend plus de ventes de livres pour faire de l'argent en jeunesse, généralement, que en littérature, entre guillemets, ordinaire. Donc, c'est une pression économique, il y a ça. Fait que, moi, je vais avoir un super beau livre écœurant, qui est un bel objet, bien, il faut que je prenne le risque de le vendre plus cher et d'en vendre moins, ou de vendre moins cher puis de devoir en vendre beaucoup. L'influence du distributeur, bien, ça, c'est vrai dans toutes les sphères, pas juste en jeunesse, c'est que le distributeur connaît son public et est assez... c'est un expert, dans le fond, dans sa mise en marché, connaît ce qui marche pas. Puis, il y a des diffuseurs qui ont des représentants qui font exclusivement des diffusions pédagogiques dans les écoles. Puis, ils sont capables de nous dire changer de titre, changer de couverture ou changer de résumé en C4. On n'est pas obligé de les écouter, mais comme c'est des experts, on est comme relativement... on doit écouter ce qu'ils nous disent, puis on doit en tenir compte. On peut prendre nos décisions après. Puis j'ai un exemple qui est assez anodin, mais quand même, juste pour un exemple fait vécu. Donc ça, c'était la couverture qui avait été proposée pour un de mes livres. Et le distributeur a vu ça, puis il a dit « Ouf, non, il y a bien trop d'affaires, là, c'est bien trop busy. Enlevez-moi tous ces follow spots. » C'est un détail, là, on s'entend. Mais on l'a fait. On les a mis en arrière. Mais quand même, là, la couverture est un peu plus sobre, puis ils ont changé les couleurs. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur les ventes? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas fait de mise en marché concurrente des deux pour comparer. Mais c'est juste un exemple pour dire, oui, le distributeur pourrait avoir son mot à dire à travers la mise en marché du livre. Je trouvais ça intéressant comme anecdote pour vous. Et bien, on a 2 autres pressions que j'ai identifiées rapidement pour vous aujourd'hui. La pression pédagogique. Alors, des livres jeunesse, il faut que ça apprenne des choses aux enfants. Alors, on parle d'apprentissage de la lecture, apprentissage du vocabulaire, mais souvent, on s'attend à ce qu'ils apprennent d'autres affaires par la bande, tu sais, comme s'ils vont dans un autre pays, qu'on apprenne des choses sur la culture. S'il y a des trucs de mathématiques, tu sais, je sais pas, comme on dirait qu'on s'attend qu'il y ait des informations comme cachées dans le livre pour que les jeunes apprennent des choses. Puis, on s'attend aussi à ce que les auteurs et autrices de livres jeunesse soient des animateurs nés, connaissent le programme du ministère. On a des fiches pédagogiques.
c'est super le fun. Mais ça, c'est du travail de plus qu'on n'est pas nécessairement formé pour ça au départ, quand on veut dire « moi, je veux écrire des livres ». Puis là, ben, c'est comme tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous, cette espèce de pression pédagogique-là qui s'ajoute. Et celle du divertissement qui est comme paradoxalement, il faudrait qu'on apprenne des choses aux jeunes, mais qu'on soit vraiment des concurrents à tous les jeux vidéo, tous les écrans, Netflix, puis que le livre, c'est vraiment plus cool, puis c'est vraiment mieux, puis c'est le fun. On a mis plein de polices de caractères différents. Fait que là, il y a c'est comme les deux, ces deux extrêmes, mais qui fonctionnent ensemble. C'est qu'il faut que ça soit super le fun, puis super cool, mais en même temps, il faut que tu apprennes des affaires. Fait que là, ça devient comme un peu overwhelming, comme qui dirait. On peut pas tout faire, puis il faut faire des choix, puis si on décide qu'on fait une histoire qu'on estime qu'il n'y a pas de contenu pédagogique. Il y en a toujours, comme je vous disais, on a toujours une responsabilité, puis les enfants sont des éponges, puis ils apprennent quand même des choses, mais on peut décider que nous, on fait une histoire niaiseuse de pet, là, ou de chien qui a perdu sa queue, je sais pas, n'importe quoi, puis qu'après, tant pis s'il n'y a pas de contenu supplémentaire. Il y a des belles choses qui se font, par exemple, là, je pense aux éditions Alaska qui répondent un peu à ces deux pressions-là de manière élégante en faisant des livres numériques augmentés. Fait que là, tu as ton album en papier, qui est bien un livre classique, et tu as ton livre augmenté avec des animations, puis de la musique, puis une narration. Donc, ce que ça fait, c'est que, c'est cool, il y a de l'animation. Puis aussi, juste pour l'apprentissage de la lecture, le fait d'avoir quelqu'un qui lit ou de pouvoir comme ralentir une narration, puis de suivre avec suivre le texte en même temps que la voix, ça aide aux gens qui apprennent la lecture. Donc, des fois, c'est pas obligé d'être compliqué pour pouvoir avoir un petit plus. Mais c'est des choses qui existent aussi en jeunesse. Et puis, je reviens à Clémentine Beauvais, mon idole. Non, mais elle a écrit un mini pamphlet qui s'appelle « Comment jouir de la lecture », qui est vraiment le fun. Puis, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est comment se poser des questions quand on lit. C'est comme pourquoi j'aime quelque chose, pourquoi j'aime pas quelque chose, pas juste comme le mettre de côté, mais comme apprendre à se connaître comme lecteur, apprendre à découvrir. Puis, des choses qu'elle a dit là-dedans qui m'ont paru vraiment intéressantes, c'est entre autres, un livre a le droit d'être juste un livre, justement. Ça a le droit de ne pas être une série Netflix, puis ça a le droit de ne pas être un guide scolaire. Puis, oui, on veut que les jeunes apprennent, mettons, des nouveaux mots, mais la première chose qu'ils vont apprendre, c'est une éducation à la littérature elle-même. C'est juste apprendre à lire des récits, puis à les comprendre. Puis ça devrait être, comme juste ça devrait être assez. Puis l'autre chose aussi que j'ai trouvé vraiment fun, c'est qu'elle dit que un livre, tu sais, qu'il y a un deuxième degré que les adultes vont comprendre puis vont aimer, c'est le fun, mais que c'est vraiment pas nécessaire. Fait que c'est comme... Oui, c'est le fun si les adultes trouvent ça drôle puis ils comprennent puis qu'il y a comme des petites blagues en dessous, mais dans le fond, un livre, ça s'adresse à un enfant. Puis si c'est un livre pour les enfants d'âge préscolaire qui répètent comme 10 fois la même phrase en changeant un mot, mais c'est correct parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Tu sais, quand on a parlé du rythme tout à l'heure, j'ai pas vraiment parlé de ça, mais il y a des albums qui ont vraiment un rythme comme poétique, tu sais, qui sont vraiment comme répétitifs, puis qui fonctionnent. Puis c'est comme ça qu'on apprend le langage en répétant des choses. Puis les bébés, les enfants adorent la répétition. Fait que c'est super plate pour nous, mais c'est correct parce que c'est ça. Le livre est adapté à son public. Puis là, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions sans réponse que je voulais vous parler aujourd'hui. Ah, mais je voulais juste vous montrer mon contre-exemple qui est le roman de Fanny Britt, Bonjour mon cœur, qui est exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire, c'est-à-dire un roman qui a été lancé tout seul, pas de collection, comme un hors-série par un éditeur qui ne fait pas de jeunesse. Parce qu'on l'a fait, pourquoi? Parce que c'était Fanny Britt, qu'elle était connue, qu'on avait une relation avec elle, puis elle nous a dit « Moi, je veux travailler avec vous ». Puis on est comme « Qui sommes-nous pour te dire non? » Puis aussi parce que elle avait son public de romans adultes qu'on s'est dit qui était prêt à la suivre, parce que même si c'est un vrai roman jeunesse d'ado, c'est un roman qui est le fun à lire pour tout le monde. Puis elle a un public jeunesse à la pastèque pour des romans graphiques plus jeunes, fait qu'on trouvait que c'était une personne avec qui on pouvait se permettre de prendre ce risque-là. Puis comme vous voyez, il n'y a pas de diversification de collection, il y a à peine le logo du Cheval Doux, parce que c'est un hors-série, il n'est pas dans une collection. Puis peut-être qu'on en fera d'autres, mais on n'est pas vraiment, on ne s'est pas
partie d'une collection, on n'a pas été chercher d'autres textes, on a fait ce livre-là. Puis ce que ça fait, c'est, comme je vous disais, on engage les gens sur diffusion pour comme dire aux gens ce livre-là existe parce qu'il est comme tout seul dans le monde. Moi, je parle à des salons du livre, puis je suis comme, hey, on a une personne en jeunesse maintenant. Parce que, tu sais, comme ils pensent pas, oh, le cheval doux, tu sais, livre jeunesse. Donc, c'est mon contre-exemple qui est le fun parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on a pris un risque, encore une fois, en connaissance de cause, en sachant qu'en faisant ça, on se compliquait les choses. C'est ce qu'on a fait. On est allé en librairie, consulter des libraires jeunesse pour connaître des formats de livres, pour savoir comment marketer pour quel public, quel type d'illustration, etc. Donc, il fallait qu'on fasse de la recherche. Mais là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était pour vous montrer que oui, des fois, on fait des choses qui contredisent ce que je vous ai dit. Et puis, ben, je vous ai compilé une petite liste de personnes intéressantes à suivre en littérature jeunesse. Si jamais vous voulez que je vous l'envoie, vous me le direz. Ça, c'est des comptes Instagram, ils sont peut-être sur d'autres plateformes, mais évidemment, Clémentine Beauvais, mais Sophie Lee, qui, si vous ne la connaissez pas, qui était la référence en littérature jeunesse au Québec, qui a un blog, mais qui est comme plus influente encore que des grands médias. Chercheuse de trésors, Diane Giguère, qui est une femme de couleur, puis qui met vraiment l'accent sur la diversité. J'ai des lecteurs, un directeur d'école, Maude qui est prof, Stéphanie qui est bibliothécaire, une autre Stéphanie qui est autrice, Magali Laurent, des librairies jeunesse. Ces gens-là ne parlent pas que de jeunesse, mais ils en parlent suffisamment et ils sont des personnes pertinentes. Donc, je pense que j'ai fini. Puis, ben ça, c'est moi. Si vous voulez me suivre et me joindre,